Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Salim Khalifa, gérant monétaire, mais aussi de nos deux fonds de gestion flexible. Alors, la question du jour porte sur l'inflation et comment ces deux fonds peuvent-ils suivre la remontée des taux. Alors, je me tourne vers toi, Salim. Deux questions. 1. À quand des performances positives? Et peut-être 2. Comment gères-tu ce retournement de tendance, puisque nous savons tous que qui dit remontée des taux dit tension sur les valorisations, ça pèse dessus. Pour en fait comprendre un peu comment se comportent les fonds dans cette actualité, on va peut-être faire un retour sur la gamme, voilà, expliquer un peu comment sont construits ces produits et ça permet de comprendre un petit peu le comportement dans des marchés volatiles de ces produits, pourquoi ils sont relativement résilients et comment ils arrivent à accompagner un petit peu ce retour de l'inflation et ces hausses de taux. On va faire ça assez rapidement parce que je pense que ceux qui nous suivent connaissent un petit peu la gamme. Oui, nous avons 20 minutes, donc n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions sur le chat. Sinon, il y aura quelques minutes en fin de présentation pour que Salim réponde à vos questions. Donc rapidement, ce sont donc des produits relativement courts, donc des produits obligataires, des produits de trésor. On connaît donc en général les produits monétaires qu'on peut voir à gauche sur le document avec des maturités moyennes relativement faibles, un risque embarqué très faible, mais une importante liquidité sont nos plus gros véhicules. Et on a lancé donc la gamme de portefeuilles obligataires courts pour un petit peu apporter ce boost de rendement pour les clients qui peuvent rester un petit peu plus longtemps, qui ont du cash, qui dort un peu plus longtemps, qui ont un horizon de placement un peu plus lointain. Donc nos deux principaux fonds, que sont CMAM Institutional Short Term et CMAM Short Term Bonds, permettent à ces clients d'espérer un rendement un petit peu meilleur. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez standard. On rallonge un petit peu les maturités moyennes pour profiter de la pente, ou on dégrade légèrement le profil crédit, mais sur des maturités courtes. C'est une prise de risque très 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 raisonnable, mais on peut capter un petit surcroît de spread. La gamme a pas mal évolué. Pour les premiers clients, c'était des produits qui tournaient autour de 200 millions d'euros d'actifs chacun. Ils ont pas mal progressé, beaucoup collecté, notamment pour la période de taux négatifs qu'on a connu récemment. Donc un titre short term qui avait tapé le milliard fait aujourd'hui autour de 800 millions. Et short term bonds qui avait touché les 600 millions, a un petit peu régressé autour de 460-470 millions. Rappelons peut-être qu'Institutional Short Term est un fonds que les commissaires aux comptes peuvent qualifier d'équivalent de cash. Oui, bah justement, à ce propos, voilà, il y a 4 critères qui peuvent lister ces fonds comme étant cash équivalent. Ça va peut-être prendre un peu plus de sens aujourd'hui parce que avec le très faible taux de volatilité qu'on avait connu ces derniers mois, on a oublié que des produits obligataires peuvent être un petit peu volatiles. Et un titre short term, quand même, la volatilité est très cadrée pour que ça reste un produit de trésor. Donc c'est quelque chose qui est monitoré et qui fait partie des critères de type cash équivalent. On va revenir un petit peu en arrière. Voilà, donc là on voit l'intérêt de ces produits par rapport au monétaire, donc par rapport au taux Ester et au fonds monétaire. On est globalement au-dessus. On voit sur ces courbes Institut Short Term et Short Term Bonds enregistrent depuis quelques semaines, voire mois, un peu plus de volatilité. Est-ce un critère à prendre en compte dorénavant dans le cadre de ta gestion ? Alors, c'est quelque chose dont on tenait compte depuis longtemps. En fait, que lorsque les marchés étaient très chers, voilà, on pensait que c'était un point bas de volatilité quand même. Donc, on a toujours été préparé à un retour de la vol. Même si les conditions de marché étaient difficiles, les taux bas, on a quand même essayé d'avoir des maturités moyennes quand même relativement faibles en cas de retournement. Et c'est aujourd'hui ce retournement qu'on vit. Donc la hausse de la vol est quand même visible évidemment, mais elle reste quand même très marginale et maîtrisée par rapport à des produits obligataires plus longs.
Ce qui compte aussi, c'est quand même la volatilité par rapport à la durée de placement recommandée qui est de 6 mois, donc 6 mois ou plus. Et là, quand on observe voilà, sur une durée un peu plus longue, ce petit pic de volatilité est moins significatif. Là, ça peut être gênant pour des investisseurs qui veulent placer de la trésorerie sur une semaine, 2 semaines, c'est un peu court. Et donc la volatilité est très pénalisante. Mais sur la durée de placement recommandée, ça reste quand même très acceptable. Et on a quand même continué à la maîtriser en continuant à raccourcir les maturités moyennes et en se couvrant contre la hausse des taux. Là, vous avez affaire à un portefeuille, deux portefeuilles qui sont quand même relativement bien couverts. Si vous regardez par exemple des produits obligataires de maturité équivalente, mais qui ont des benchmarks crédit ou Govies dont les sensibilités sont plus élevées, vous avez des volatilités nettement plus fortes. Donc nous, on a une forme de flexibilité en se couvrant assez facilement et rapidement sur la hausse des taux. La construction de la gamme, pour vraiment comprendre l'intérêt, c'est ce que j'explique assez souvent, c'est un jeu de poupées russe, où en gros vous avez le socle monétaire réglementaire, et ensuite vous avez les fonds obligataires court terme auxquels on va ajouter en fait des étages des moteurs de performance, et des moteurs croissants en termes de rendement et de risque en allant vers la droite. Donc institutionnel short terme, où en gros on va allonger un petit peu la maturité moyenne avec des titres de maturité résiduelle 2-3 ans qui ne sont pas éligibles au monétaire, mais ça reste quand même assez court, 2-3 ans, sachant que le monétaire c'est un maximum de 2 ans. Et pour short term bonds, on a ajouté encore un petit moteur supplémentaire qui est le fait de pouvoir investir sur des billets de trésorerie à yield très très court. Et là on parle de maturité moyenne autour de 2-3 mois. Voilà, c'est ce qui fait le moteur de performance. Et c'est ce qui fait aussi que la liquidité est très bonne, notamment grâce à des poches de type, on va dire, monétaire qui nous permettent d'assurer la liquidité très, très, très facilement et qui permettent aussi de stabiliser les fonds par rapport à la volatilité. La partie 2-3 ans sur un site short term, c'est vraiment celle qui génère la vol du fonds. Et de même pour short term bonds, mais ça reste quand même des poches relativement marginales, autour de 20% en général d'exposition sur ces blocs. Donc finalement, un moteur duré pour institutionnel short term et un moteur un peu plus crédit high yield. Crossover, j'imagine, on ne va pas aller chercher du triple C? Non, quand on parle de high yield, c'est quasi exclusivement du double B, pour lequel il y a vraiment une prime importante par rapport à du triple B. Une prime qui est plutôt injustifiée en termes de risque de crédit, mais qui est plutôt justifiée par la liquidité du papier ou l'accès au marché de cet émetteur. Et en fait, pour nous, ce n'est pas vraiment un problème, vu que nos maturités sont ultra courtes. En fait, la liquidité se fait d'elle-même avec le temps, avec les tombées. Et donc, c'est un fonds qui a 3 ans d'existence maintenant. Et très honnêtement, je crois qu'en 3 ans, j'ai dû vendre deux papiers à yield. Voilà, la liquidité se fait vraiment toute seule par les tombées. C'est l'intérêt de ce produit. Donc là, on a listé un petit peu les moteurs de performance, voilà, avec différents niveaux d'intérêt pour chaque produit. Et comme tu viens de l'évoquer, il y en a un où c'est plutôt la maturité et l'autre un petit peu le rating moyen qui va jouer en termes de performance. Sur un site short term, on va évoquer quelques chiffres clés. Le plus intéressant, je pense, c'est l'avenir, donc le taux de rendement actuariel embarqué par le portefeuille. Il a complètement explosé, alors de 2 façons. Une première façon un peu négative par le mark-to-market. On l'a un peu subi, comme tout produit. Donc de taux, les hausses de taux sont négatives pour nous, ont un impact négatif. Et aussi par les réinvestissements. On a régulièrement des tombées qu'on doit réinvestir. En ce moment, on le fait à très court terme, mais c'est vraiment très rentable. Et donc, on a un TRA moyen aujourd'hui autour de 1%, ce qui est vraiment très bon par rapport à ce qui peut se faire d'équivalent sur le marché court terme. L'actif, comme je vous disais, autour de 800 millions et des sensibilités très très faibles et qu'on va maintenir, voire même continuer à réduire, parce qu'on a
même si on a un peu plus de visibilité sur ce que fait la BCE, on n'est quand même pas tout à fait rassuré sur le comportement de l'inflation, sur les chiffres d'inflation à venir. Et donc on va rester prudent, peut-être en continuant à réduire les sensibilités. Comment réduis-tu cette sensibilité? Est-ce que tu investis sur des papiers variables ou est-ce qu'on couvre le portefeuille par des swaps? Il y a plusieurs phénomènes. Le moyen le plus rapide et le plus brutal pour réduire la sensibilité, c'est de le couvrir par des swaps. C'est quelque chose qu'on fait notamment quand on sent que les meetings BCE peuvent être un peu chahutés. On y va avec des swaps en couvrant quelques points clés de maturité. Et ensuite, au quotidien, il y a des moyens de réduire en douceur cette sensibilité au taux, effectivement en réinvestissant sur des maturités très courtes et avec tout simplement le temps qui passe. Avec un actif stable, le temps qui passe, voilà, la sensibilité se réduit mécaniquement. Alors, l'investissement des papiers à taux variable, ce n'est pas vraiment un objectif en soi, pour pas qu'on se prive de certains émetteurs, de certaines maturités clés, etc. Donc on ne va pas vraiment faire d'arbitrage entre papier taux fixe et papier taux variable. On va vraiment chercher les papiers qui nous intéressent en termes de spread. Et pour se couvrir contre la hausse de taux, ce qu'on ne faisait pas avant, on faisait plutôt des macro-swaps pour couvrir globalement le portefeuille, etc. Parce que le marché était plutôt calme. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment des couvertures très fines sur certains papiers. Je vais avoir un émetteur qui m'intéresse, mais je le trouve qu'à taux fixe. Ben, je vais vraiment couvrir ce papier pour le même nominal sur sa maturité et je vais le transformer en papier taux variable. Et en termes de liquidité, il n'y a aucun souci, on peut déboucler l'un et l'autre sans aucun problème. Donc ça c'est pour un site short term, et short term bonds on fait également la même chose. Juste en termes de répartition de portefeuille, on voit donc les ratings, les zones géographiques. En termes de risque crédit, la part financière corporate, la BCE se retire. Est-ce qu'on retrouve un peu plus de papier corporate dans les portefeuilles? Alors, ou pas? Non, pas vraiment. On a toujours été plutôt exposé aux financières pour une raison structurelle. Sur le cours, les principaux émetteurs, ceux qui font le marché, sont plutôt financiers. Donc ça a vraiment été une surexposition qu'on a eue. Et c'est aussi quand vous avez un marché qui est cher et que les conditions de crédit se dégradent, c'est plutôt les corpos qui subissent le marché négatif en premier, avec des écartements de spread, etc. Donc on a plutôt été surpondéré financière. On va continuer à l'être, je pense, parce qu'on n'a pas encore vu le bout de cette volatilité. On va se remettre sur les corpos quand on aura plus de visibilité de la part de la BCE, de l'inflation, de la croissance. On y reviendra un peu plus parce qu'il y aura forcément un spread plus large que les bancaires à rating égal. Donc c'est des choses qui vont nous intéresser plus à l'avenir. Mais pour l'instant, je pense qu'on va maintenir. Et cette répartition, c'est à peu près quoi? 70 à 30? Oui, selon les tombées, etc. Entre 60 et 70% de financières et le reste de corpo. C'est à peu près stable. Il y a un biais France, pour les mêmes raisons. La France est le principal émetteur de papier court terme. Et donc c'est pas vraiment un choix stratégique. Mais de toute façon, ça tombe bien, c'est un pays de la zone euro, en tout cas sur tout ce qui est financière, qui selon nous est le plus robuste. Le TRA est un peu similaire à un site short term, un peu plus bas, à 0,80%, mais parce que sa maturité moyenne est plus courte. Voilà, le fait d'investir sur plutôt des papiers à yield fait qu'on a une maturité moyenne plus faible. Et donc en ce moment, avec une dégradation qui frappe l'ensemble du marché, notamment sur les taux, on a un terrain un peu moins intéressant, mais on a du potentiel pour rapidement rattraper un institutionnel short term. Je ne vais pas trop m'attarder sur les chiffres de short term bonds, ils sont un peu similaires. La construction du portefeuille, on l'a évoqué. On va plutôt aller sur ce qui nous intéresse, l'actualité. Donc là, sur cette courbe, on voit les performances 6 mois glissantes des deux portefeuilles, assez bien corrélées, qu'on compare à la courbe plate bleu ciel d'un fonds monétaire. En gros, ce que dit ce graphique, c'est sur l'horizon de placement recommandé de 6 mois. En moyenne, on fait mieux qu'un monétaire. C'est quasiment toujours le cas. En période de marché normale, c'est systématique. Et en période agitée, c'est lorsqu'on voit que les deux courbes des fonds obligataires courts passent sous le monétaire. En gros, sur 6 mois, vous avez fait un peu moins bien qu'un monétaire. Alors ça ne va jamais chercher beaucoup plus bas.
sauf la période Covid qui était vraiment un gros stress de liquidité. Mais même là où on n'a jamais connu, enfin dans l'histoire récente, une hausse de taux et de l'inflation aussi rapide, on a fait des performances moins intéressantes, mais voilà, on est quand même pas très loin. Et ce qu'a montré l'histoire, c'est que ces contre-performances ne durent jamais très longtemps. Ce qu'on appelle le time to recovery est assez court, il dure quelques mois. Et de mémoire, pendant la période Covid, le premier creux que l'on aperçoit là, ouais. C'est en 4 mois courant de l'été, on avait récupéré. Selon le fonds, ouais, voilà, entre 4 et 6 mois, ouais. on a très vite récupéré nos performances. Là, on pense que ça va se dérouler un petit peu de la même façon. Tout ce qu'on attend, nous, c'est que la BCE applique sa politique, que ce soit un peu plus clair, un peu plus visible. Et les marchés vont peut-être arrêter de spéculer sur les différentes hausses de taux. Ça continue, ça peut continuer d'ici l'été. Nous, on espère que qu'en septembre, quand les chiffres d'inflation seront un peu plus lisibles pour le futur et la politique monétaire, on espère que ça va redémarrer et qu'on va commencer à profiter de ces TRA très très larges qu'on va commencer à distribuer. Donc on attend que le time to recovery se referme. Alors, ce qui nous donne pas mal d'espoir, c'est cette courbe des TRA. Les choses ont vraiment changé. Hein, donc Alors, j'ai pas les chiffres historiques, mais je vous donne des ordres de grandeur ici, en fait, où en fait on a eu du TRA positif pendant la crise Covid qu'on a distribué tout de suite après. Donc, c'est cette courbe, c'est le pic qu'on voit après le Covid. On a distribué ce TRA qu'on a emmagasiné. Et ensuite, avec le PEPP et le TLTRO de la BCE, le marché s'est nettement apprécié et puis on a connu des TRA négatifs sur ces produits. Alors, on a un double effet avec cet écartement, avec cette hausse de taux. On subit un mark-to-market et en plus, on n'a pas de coupon pour lutter contre. C'est pour ça que ça a été assez violent, mais quand même relativement bien maîtrisé parce qu'on avait des maturités très courtes et qu'on avait une sensi faible, mais quand même. Et là, plus le temps passe et plus on a du coupon pour se battre contre d'éventuelles futures hausses de taux. Et c'est là que le marché aujourd'hui, il est encore plus agité qu'il y a 2-3 mois, mais on résiste mieux qu'avant, parce qu'on a du coupon à distribuer, ce qu'on n'avait pas avant. Qui amortit quelque part les variations de marque. Qui amortit le choc. Alors comme je vous disais, le TRA sont autour de 0,81% et ça continue de progresser. Ça continue, je pense qu'on va aller assez vite vers 1,5%. Et ce qui fait que le timing pour investir maintenant est très intéressant pour ceux qui peuvent un petit peu résister à la volatilité sur les 2-3 mois à venir. Là, on est vraiment sur des niveaux très, très attractifs. Et quand peux-tu entrevoir sur l'un et l'autre de ces fonds des rendements au-dessus de zéro autour? Nous, mais c'est dès que dès que la BCE est un peu claire sur ce qu'elle va faire. Elle est assez claire finalement, mais les marchés continuent quand même de spéculer à cause des chiffres d'inflation qui sont assez élevés, 8% aux États-Unis, 8% en Allemagne par exemple, en zone euro. Vraiment, ça inquiète les marchés, donc ils spéculent sur des hausses de taux à venir. Et une fois que cette spéculation se sera arrêtée, en fait, dès le lendemain, on distribuera des rendements positifs parce que là, l'ensemble de mes investissements sont des taux supérieurs à zéro, donc ça s'enclenche tout de suite. Et notre scénario, c'est que ça pourrait se produire à peu près en septembre. Là, cette courbe est vraiment intéressante pour voir ce qui s'est passé. C'est assez impressionnant. Sur le court, les gens sont peut-être un peu plus habitués à des hausses de taux qu'on peut observer sur le long, mais sur le court, ça peut être parfois très violent, notamment lorsqu'il est question d'inflation et de hausse des taux directeurs. Là, donc, la courbe basse en vert, c'était l'Ester il y a 1 an. Et la courbe au-dessus, c'est la courbe Ester aujourd'hui. Donc, on observe 2 phénomènes. Déjà, une hausse de taux généralisée sur l'ensemble de la courbe. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, donc le monétaire et l'obligataire court, c'est principalement du 0,2 ans. Et là, on voit la pontification énorme qui a eu lieu sur le 0,2 ans. C'est vraiment impressionnant. Donc, fort impact sur le mark-to-market, évidemment. Avec un écartement une hausse de taux, mais c'est ce qui nous intéresse énormément, c'est la pente qui avait disparu. Donc si on regarde la courbe verte en bas, 0,2 ans, il n'y avait pas de pente. Et donc pour
pour nous, en tant qu'investisseurs, il n'y avait vraiment aucun intérêt à rallonger les maturités moyennes. On avait vraiment du mal à être meilleur que les produits monétaires, parce que même si eux investissent entre 0 et 3 mois, et nous, en faisant du 0-2 ans, on avait du mal à être meilleur. Là, c'est vraiment, ça s'inverse complètement. Et juste en rallongeant, j'ai pas les chiffres, mais si vous gagnez 1 mois de maturité, mais ce qui est vraiment rien du tout en termes de prise de risque, vous pouvez sur un papier gagner 10, 15, 20 BP. Et c'est vraiment excellent. Alors c'est une bonne nouvelle à 2 titres. Un, maintenant pour faire vraiment des performances au-dessus du monétaire ou des produits bancaires, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus long en maturité. Et on peut s'adapter assez facilement. Donc moi je vois par exemple le retour des DAT en ce moment, 18 mois par exemple. Eh bien nous on est quand même bien meilleur en faisant quelques investissements au-dessus de 18 mois. Où on va récupérer un pick-up qui est vraiment énorme et qui fait qu'on est très largement au-dessus de ces produits. Mais avant de rallonger, on va peut-être attendre Voilà. que la BCE agisse. Exactement. Et ensuite, dès qu'on a un peu plus de visibilité, on pourra réinvestir sur des maturités un petit peu plus longues. Alors, pour répondre à ta question de tout à l'heure, comment lutter contre l'inflation, c'est en exploitant cette courbe où, en fait, vu que nos portefeuilles ont des maturités moyennes très courtes, en fait, nous, tout ce qu'on fait par notre gestion, c'est accompagner cette hausse de taux, c'est accompagner la hausse de l'inflation en restant court, en restant prudent, en couvrant bien nos portefeuilles. Et c'est assez magique, donc en swappant notre portefeuille globalement, en ayant une sensibilité courte, en fait, dès que la BCE annonce des hausses de taux directeurs, nous on en profite, c'est instantané. Quand vous avez un portefeuille, pour caricaturer, 100% taux variable, et que la BCE augmente ses taux directeurs de 50 centimes, 50 BP, donc l'Ester va suivre, le Ribor, etc., et nous on prend 50 centimes de TRA d'un coup. Et c'est de cette manière qu'on arrive à lutter contre l'inflation, la hausse de taux, etc. C'est en restant prudent, en prenant pas de risque de crédit, parce que lorsque les conditions de crédit se restreignent un petit peu, on peut voir un écartement de spread dans les mois ou années à venir. Donc nous, on va rester prudent sur des bonnes signatures. Et pour être très concret sur short-term bonds, pour qui le high yield était éligible, par exemple, on va en faire un peu moins, je pense. Parce qu'on trouvera du rendement sur des signatures de meilleure qualité. Exactement. On continuera à en faire sur du très court, des maturités insensibles à la hausse de taux, qui peuvent très facilement résister à la hausse de spread. Et là, vraiment, ce sera du cas par cas. Mais la poche globale, qui était traditionnellement autour de 30%, va nettement se réduire, je pense, divisé par 2. Okay. Voilà. Voilà, je pense, je sais pas, avoir répondu. On a fait un peu le tour d'horizon. Je vois que le temps file, il est presque 11h30. Des questions. Alors, oui, une question. Comment peux-tu, dans de tels portefeuilles, intégrer des critères ESG ? Donc oui, effectivement. Donc là c'est un sujet assez chaud en ce moment où il y a une urgence où les politiques en ont pris conscience, je pourrais citer les citoyens également, et donc ça s'est appliqué à la finance. Donc toute cette urgence climatique, sociale, ESG, etc. Qu'on applique dans nos différentes sur des titres aussi gammes. Courts, comment plus concrètement dans tes fonds Dans ces fonds, donc les deux produits sont article 2 classé SFDR 8. Article 8 classé 2, où l'idée en gros c'est de faire mieux que notre univers d'investissement, que notre référence. Donc c'est d'être plus vertueux globalement que notre univers. Alors ça prend un peu moins de sens que sur des produits plus longs sans doute. Mais quand même, lorsque vous discutez avec une entreprise qui a besoin de se refinancer sur le cours, d'avoir de la trésorerie, et que vous lui dites je ne peux plus faire ta signature parce que d'un point de vue ESG, c'est moins bon que les autres, il y a quand même un impact. On arrive quand même à bouger les choses, parce qu'en général, les besoins de trésorerie sont assez urgents. Il faut qu'ils soient sécurisés. Et donc, même si les investissements sont courts, on arrive quand même à avoir un impact. Donc, au quotidien, comment ça se présente ? On a une équipe d'analystes qui nous présente les sociétés les plus vertueuses, elles sont scorées, etc. On a des objectifs, comme je vous le disais.
Et les sociétés qui ne remplissent pas les objectifs, on discute avec elles, on les informe, et certaines réagissent, peuvent le faire, d'autres n'arrivent pas à réagir, et donc on les sort de notre scope. Et donc voilà, on arrive quand même à avoir un impact, et plus le temps passe, plus on aura un impact là-dessus, je pense. Un grand merci Salim. Je vous en prie. Ne sais pas si... Non, je pense que nous sommes arrivés au bout de notre présentation. Écoutez, elle est enregistrée, donc n'hésitez pas à partager le replay qu'on vous fera parvenir dans la journée ou demain. Merci à tous. Merci. Et merci de nous suivre. Merci.